Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur EcoPlus TV, ensemble pour 1 heure de débat sur l'alimentation végétale. Alors suite à l'intervention de Jean-Michel Cohen sur Canal+, l'AVF a proposé un débat d'idées sur un thème qui est fondamental et qui nous concerne tous, qui est l'équilibre alimentaire. Alors je suis aujourd'hui avec deux médecins, docteur Jean-Michel Cohen, bonjour, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Et le docteur Jérôme Bernard Pelé. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Merci. Alors, docteur Cohen, vous êtes le nutritionniste le plus connu du PAF. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur notamment les régimes minceurs, donc les savoir manger et savoir maigrir. Alors, pourquoi avoir accepté ce débat ? Parce que quand j'ai fait une intervention sur Canal, il y a très peu de temps, je l'ai faite sur le ton de l'humour, en essayant de vulgariser des termes médicaux. Et à la suite de cette intervention, j'ai eu des réactions extrêmement agressives sur le web que moi-même, j'ai pas voulu utiliser en faisant une réponse agressive, et ça m'a posé des interrogations. Et je me suis rendu compte de deux choses. La première chose, c'est que la parole peut être déformée quand on a une idée précise dans la tête et on n'écoute peut-être pas forcément l'autre. Deuxièmement, parce que pour préciser ma pensée, parce que je crois qu'on n'avait pas très bien compris ce que je voulais dire, bien que je maintienne un certain nombre de positions. Et troisièmement, parce que je pense qu'on est dans un pays où la culture, elle est plutôt dans l'agressivité. Ça veut dire qu'on a le droit d'avoir des opinions contradictoires, mais chez nous, on n'aime pas celui qui n'est pas d'accord avec nous. Alors que dans d'autres pays, je peux débattre avec végétariens, des véganes, des sans gluten, des amoureux de je ne sais quoi, des fleurs. Je parle et ça ne m'empêche pas d'apprécier l'autre, de le reconnaître, d'être courtois. Et donc je me suis dit, moi je n'ai pas peur, ce que je pense, je le pense. Ce que je dis, si je blesse, il faut qu'on m'explique pourquoi ça blesse. Et si ça ne blesse pas, c'est peut-être qu'on a mal entendu ma parole, ou alors je dois l'expliquer différemment. Donc vous m'avez invité gentiment, il n'y a aucune raison que je ne vienne pas vous répondre et que je ne vienne pas discuter avec mon confrère, même si je ne partage pas certains points de vue. Très bien, on est là pour ça. Merci. Docteur Bernard Pelé, donc vous êtes membre fondateur de l'APSARES, qui est l'association pour une alimentation responsable, et vous êtes également l'auteur de Comment manger moins de viande. Alors pourquoi avoir accepté ce débat ? En fait, je suis assez d'accord, tout à fait d'accord avec mon confrère. Moi aussi, je suis complètement contre l'agressivité. Je me place sur le plan de la science. Ça fait maintenant 10 ans que je fais des recherches dans le domaine des alimentations végétariennes et végétaliennes. La nutrition est un domaine qui est extrêmement vaste. Moi-même, bien que nutritionniste, je ne connais pas tout en nutrition. Mais il se trouve que comme je me suis spécialisé dans les alimentations végétariennes et végétaliennes, j'ai peut-être un tout petit peu plus de facilité que la moyenne des nutritionnistes parce que je me suis vraiment focalisé sur cette question-là. Il existe environ 3000 références scientifiques dans la littérature internationale. Et surtout que j'ai pris le temps, ça m'a pris plusieurs années, mais j'ai pris le temps d'étudier les 3000 références scientifiques qui existent sur les alimentations végétariennes et végétaliennes. Et je pense qu'en fait, la perception dans le grand public, et dans la perception dans les médias, mais aussi la perception des autres professionnels de santé, en ce qui concerne le végétarisme et le végétalisme, ne sont pas conformes à la littérature scientifique. Très bien. Merci à tous les deux d'être là et d'avoir accepté ce débat. Alors, pour installer la bienveillance sur ce débat, on a prévu un petit système de pancartes, qui sont comme une sorte de charte avec de bonne conduite, alors avec des termes comme ne pas polémiquer, ne pas imposer son point de vue, répondre de manière directe, ne pas censurer l'autre, etc., connecter nos idées. Et donc, je suis sûre qu'on n'en aura pas besoin parce qu'on est des personnes tout à fait sensées et qui ne sont pas dans la polémique, mais au cas où, comme ça, je me réserve le droit de montrer la petite pancarte. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais une première question qui concerne justement les réactions qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux suite à votre passage sur Canal+. Donc on se rend compte qu'effectivement on est dans quelque chose qui touche vraiment à l'affect très profondément. Et je voulais savoir comment vous interprétez ça. Est-ce que c'est une question qui est propre au végétarisme ou alors c'est plutôt plus large sur les questions alimentaires quand on touche à l'alimentation des gens?
pourquoi on se rend compte que tout d'un coup on est dans un débat hyper violent Alors moi je voudrais pas être trop compliqué, mais je viens de finir l'écriture d'un livre qui s'appelle Les nouvelles religions alimentaires, parce que ça fait quelque temps que je suis interpellé par les comportements alimentaires où je vois se mettre en place des systèmes d'exclusion alimentaire. D'abord, première chose, il y a une liberté totale en ce qui concerne l'alimentation, sauf chez les enfants, parce que vous avez un devoir de les alimenter, puisque c'est sous la responsabilité des parents, et chez les personnes dépendantes, c'est-à-dire les vieillards, Alzheimer, etc., qu'on doit alimenter correctement pour assurer la tenue biologique de leur corps. Donc il y a une liberté à s'alimenter. Pourtant, ce que j'observe, c'est que se sont constituées ces dernières années des communautés alimentaires. Et ça, c'est une des raisons du problème. Il y a une communauté du sans gluten, une communauté du sans laitage, une communauté du végétarisme, une communauté des crudivores, avec des niveaux d'importance différents selon les communautés. La particularité, c'est que, en dehors de manger de cette façon-là, ce qui est notre liberté à chacun, les gens ont tendance à se regrouper par entité. C'est pour ça qu'apparaissent des restaurants spécifiquement sans gluten, spécifiquement végétariens. Tout ça n'a pas d'importance, mais ça veut dire qu'il y a un rassemblement autour d'une valeur qui n'est ni spirituelle ni intellectuelle, mais qui devient alimentaire. Et la question que je me pose, c'est pourquoi ? Après, on peut aborder les éléments biologiques, mais pourquoi on se réunit autour d'une valeur alimentaire ? La réponse que je donne aujourd'hui, c'est de dire que finalement, on est dans une société de surabondance, où, avec une pratique religieuse moins forte, je ne suis moi-même pas pratiquant, avec une pratique religieuse moins forte, les interdits ont progressivement disparu, et on est en train de rétablir des interdits, un peu sur le modèle des religions, mais on les a transférés vers le modèle alimentaire. Et ces interdits, ils nous servent à lutter essentiellement contre des névroses de mort. Et d'ailleurs, c'est assez curieux, parce que quand on passe des végétariens, dans une des thématiques du végétarisme, il y a la notion de l'animal, de la vie. Donc dans cette notion de la vie, c'est-à-dire que si on est habité par une névrose de mort, et si on ne mange pas l'autre vivant ou mort, puisqu'on mange de la chair morte, alors peut-être que ce sont des éléments névrotiques de transfert, auquel cas la communauté alimentaire, elle n'aurait pas d'importance en son terme d'alimentation, mais elle aurait de l'importance en termes psychologiques, c'est-à-dire qu'elle nous servirait dans une société qui nous angoisse parce qu'on veut vivre vachement plus vieux, on veut vivre surperformant, on ne se laisse pas aller aux aléas de la vie, ben finalement on crée des systèmes de protection artificiels, mais on les a créés. Alors bon, ayant passé en revue 3000 références scientifiques, j'ai trouvé 0 article qui disait qu'il y avait des névroses de mort chez les végétariens. Voilà. Végétariens, c'est pas présent dans la littérature. Je reçois également beaucoup de végétariens et végétariens en consultation. J'ai pas trop vu que c'était plus névrosé que la moyenne. Il y en a toujours un qui fait le premier article. C'est-à-dire, il y a toujours un premier article avant d'avoir 1999 autres. Donc il faut s'intéresser à toutes les idées qui sortent. Alors après, je n'approuve pas les réactions agressives. Je suis contre l'agressivité, pour le dialogue, pour la tolérance. Il se trouve qu'aucune communauté n'aime être agressée. Si vous agressez la communauté juive, il y aura des réactions très virulentes. Si vous agressez la communauté musulmane, il y aura des réactions très virulentes. Si on agresse la communauté des véganes, bon, parfois, même si je l'approuve pas... Pourquoi ça sera une communauté ? C'est intéressant, voilà. Ce que vous dites, ce qui est assez étonnant, c'est que vous mettez en parallèle des religions et un mode d'alimentation. Et voilà. Donc effectivement, si on agresse sur une religion, alors non, on est non, mais excusez-moi, non, c'est pas polémique, c'est dire la théorie que je développe, parce que je ne dis pas que les végétariens sont névrosés. Je dis simplement que le fait de se regrouper par communauté alimentaire serait une grosse névrose collective. C'est-à-dire que même les omnivores en seraient atteints. Juste pour préciser la question, c'est juste pourquoi les communautés végétariennes réagissent de façon très virulente. Est-ce que ça touche toutes les questions alimentaires ? Ça peut, ou bien c'est extrêmement simple. En fait, je pense que les végétariens réagissent de manière très virulente parce qu'ils ont l'impression d'être victimes d'une injustice. Personne n'est victime d'une injustice. Il se trouve que la littérature médicale est très favorable au végétalisme, bon, moyennant évidemment quelques précautions, quelques connaissances, on ne peut pas le nier. Et forcément, lorsque vous entendez dire dans les médias que vos enfants vont être petits et bêtes, forcément, on peut avoir des réactions un peu épidermiques. Et donc, c'est ce décalage, je pense, qui irrite les végétariens et les végétariens, alors que par ailleurs, le végétarisme peut être très bien accepté. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de l'Agence spatiale européenne, qui, en juin 2005, a lancé un projet pour envoyer des spationautes sur Mars. Or, il faudrait envoyer 30 tonnes de nourriture, aller et retour, pour faire un tel voyage, avec les moyens de propulsion conventionnels en tout cas. Or, ce n'est pas possible de transporter une telle masse de nourriture. Et donc, l'Agence spatiale européenne a demandé
à la Société française de gastronomie de composer des menus 100% végétaliens. Pourquoi végétaliens? Parce que c'est ce qu'il y a de plus pertinent sur le plan écologique, sur le plan du rendement alimentaire. C'est la façon de nourrir le plus de monde possible avec le minimum de ressources. Alors ce qui est bon pour nos spationautes qui ont besoin d'être au top de leur forme à la fois physique et psychologique, pourquoi ce qui serait bon pour les spationautes serait mauvais pour la population en général? Il y a une incohérence, et je pense que cette incohérence qui peut irriter certains végétariens, même si moi je me place uniquement sur le plan scientifique. C'est autre chose, mais sur le plan disons que je vous écoute, que j'entends vos arguments, et moi je vous explique que si vous voulez faire passer un message aux autres, il n'est sûrement pas intéressant de se rétrécir et de s'enfermer dans une espèce de bunker avec écrit végétalien. Et je crois qu'au contraire, il faut s'ouvrir aux autres. Et la meilleure réponse à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est de leur dire « laissez-moi vous expliquer, laissez-moi vous montrer, laissez-moi vous faire goûter, laissez-moi vous apprendre ». C'est sûrement pas de rentrer dedans. Ça veut dire, je trouve que c'est une technique qui, au contraire, renforce le conflit. On va justement dérouler un petit peu les questions pour arriver à traiter tous ces sujets-là. Donc je vous propose de passer dans le vif du sujet et de parler de l'équilibre alimentaire. Alors, l'équilibre alimentaire, moi j'aimerais avoir votre notion de l'équilibre alimentaire à chacun. Si on se base sur le PNNS, qui est le Programme National Nutrition Santé, ce programme, qui est donc accessible à tous, est un peu mis en avant. Alors que nous dit-il à part manger, bouger? Il nous dit aussi qu'on doit manger 3 produits laitiers par jour et également 1 à 2 portions de viande, poisson ou œufs. Par rapport à ça, il y a des petites notes aussi sur les végétariens. Donc les végétariens, si je ne me trompe pas, on dit que c'est bien, mais alors il faut compenser l'absence de viande et de poisson, œufs par les produits laitiers. Et le végétalisme, alors là c'est un problème, il n'y a pas vraiment de solution. Dans le PNNS, on nous dit juste, les végétaliens vont être carencés en B12, en vitamine B12, et donc il faut prendre des compléments. Donc par rapport à ça, quand on est complètement néophyte en nutrition, comment on s'y retrouve? On dirait qu'il n'y a pas trop de place pour les régimes végétariens ou végétaliens. Alors c'est extrêmement simple, surtout que je participe à des réunions avec l'ANSES justement pour modifier les recommandations en ce qui concerne les alimentations végétariennes et végétaliennes. Donc ça veut dire que déjà vous pensez que ça c'est pas... Oui, déjà ils reconnaissent que c'est complètement obsolète. Si vous regardez le PNNS français et l'équivalent en Angleterre, l'équivalent de l'ANSES, de l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire en Angleterre, c'est le FSA, la Food Security Agency. Et eux n'ont pas du tout la même position, ils ont une position diamétralement opposée à la position française. Et au contraire, la FSA, qu'est-ce qu'elle dit? L'équivalent de PNNS en Angleterre dit, en étant végétarien ou végétalien, on peut assurer relativement facilement l'équilibre alimentaire, même en étant végétalien, à condition de se supplémenter en vitamine B12, y compris chez l'enfant, y compris chez le vieillard, y compris chez la femme enceinte. C'est écrit. Et je pense en fait que le PNNS est complètement dépassé et il n'est absolument pas pertinent pour conseiller les végétariens et les végétaliens. Et même, c'est vrai que le PNNS actuellement, il éloigne les gens du végétalisme. Moi, je ne jette pas du tout la pierre aux médecins nutritionnistes, aux médecins généralistes qui déconseillent à leurs patients de devenir végétaliens, parce qu'il faut bien qu'ils se basent sur quelque chose. Donc ils ouvrent le PNNS, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent attention, végétalisme, carence, danger. Donc ils vont dire à leurs patients, non, c'est pas possible. Par contre, le même médecin anglais, il dit l'équivalent du PNNS en Angleterre, il dit le végétalisme, même chez l'enfant, pas de problème. Voilà. Au contraire, il y a une étude de 1987 qui montre qu'il y a moins, par exemple, d'oxémie gravidique chez les femmes enceintes végétaliennes. Alors on y reviendra sur le cas particulier, voilà. Justement, mais déjà sur un adulte bien portant. Quelle est, Dr Cohen, votre notion de l'équilibre alimentaire? Alors, en premier lieu, d'abord, le PNNS est loin d'être une Bible. C'est un ramassis de consignes qui, quand on les regarde de près, sont pas plus compliquées que de dire mange un peu de tout, bois un verre de lait, mange ta soupe pour grandir, etc. Moi, les végétariens, je vais vous dire, je vais plaider pour votre paroisse. Les végétariens aujourd'hui, on considère aujourd'hui qu'un végétarien aurait peut-être une espérance de vie de 25% supérieure à un autre homme. Première notion. Et deuxième notion, on pense qu'un enfant omnivore et un enfant végétarien grandissent de la même façon. Donc ça veut dire que pour moi, le végétarisme pose peu de problèmes, quasiment aucun problème, voire même serait peut-être positif pour la santé des gens, dans la mesure où l'élimination des graisses, et particulièrement des graisses saturées, fait partie d'une optimisation du système cardiovasculaire, premièrement. Deuxièmement, dans la mesure où ces gens observent leur alimentation et ont une forte consommation de végétaux, la plupart du temps, ils ont une vie saine. Donc on peut dire que le végétarisme est probablement quelque chose de positif pour l'être humain, mis à part 2 exclusions. 1,
Une exclusion biologique et intellectuelle, c'est-à-dire la qualité des protéines dans le végétarisme est inférieure si on n'augmente pas les produits laitiers à la qualité des protéines qu'on trouve exclusivement dans les végétaux. Et deuxième notion spirituelle, ça veut dire que l'homme a été placé par Dieu pour être l'espèce qui dominait les autres espèces, et il est inscrit dans la loi des hommes que cette espèce-là, l'espèce humaine, doit manger les autres espèces pour assurer sa survie. Désolé, mais c'est comme ça, et j'ai questionné, justement j'ai pris la précaution de questionner un évêque, un rabbin, etc., pour avoir cette notion-là, parce que ça me gêne de manger aussi de la chair morte, ça me gêne. Et l'explication est plus intelligente, elle m'a été donnée notamment par un rabbin qui m'expliquait que la théorie qui consistait à ne pas manger de lait avec de la viande, qui fait partie de la cacheroute, n'avait rien à voir avec les consignes médicales, ce que je disais depuis longtemps, mais il me disait c'est la séparation du monde des vivants et du monde des morts. On n'a pas le droit de croiser les deux mondes, le lait incarne la matière vivante, la viande incarne la partie morte, donc on ne croise pas ces mondes. Donc voilà, c'est pour vous dire que ce débat va très au-delà de la simple carence en vitamine B12, et je vais finir sur cette intervention en disant que je ne crois plus aux carences sur des périodes de temps courtes. Ça veut dire qu'on m'a gavé avec la notion de « Ah, il a mangé comme ci, donc il va avoir une carence en potassium, etc. » Les médecins, d'une façon générale, chaque fois qu'ils veulent critiquer une alimentation, ils parlent des carences. Une carence, elle est vraie quand elle s'installe très longtemps dans le temps. Sinon, je n'ai jamais observé dans mon expérience médicale, si par exemple je décide de devenir végétarien ou végétalien, bon végétarien, il n'y a aucun problème, mais végétalien pendant 6 mois, il ne va rien m'arriver. Si par contre je le fais pendant 20 ans, il va m'arriver quelque chose. Bon, alors là on a un peu dépassé le champ de la question. Non mais c'est un sujet qui est captivant. Moi j'aimerais bien avoir quand même l'avis de Jérôme Bernard Pelé sur ce sujet de l'équilibre alimentaire et en réaction à ce que vous avez dit aussi. Alors, en réaction, moi, je veux plutôt faire un débat scientifique. Hein. Bon, là, je ne suis pas compétent sur l'aspect religieux des choses, même si certaines religions prônent le végétarisme. Le bouddhisme, par exemple, prône le végétarisme. L'hindouisme prône le végétarisme. Après, chacun a sa version de la Bible. Il y a un critère en médecine qui est très difficile à obtenir. C'est, mon confrère, le docteur Cohen, en a un peu parlé, c'est la mortalité globale, toutes causes confondues. En fait, c'est la meilleure façon de savoir si un comportement alimentaire ou non alimentaire est bon pour la santé ou mauvais pour la santé. Parce qu'un comportement alimentaire peut être bon pour quelque chose et mauvais pour autre chose. L'alcool, par exemple, ça peut être à petite dose, ça peut être bon pour le système cardiovasculaire et favoriser les cancers colorectaux. Et pour savoir si quelque chose fait plus de bien que de mal, il faut étudier la mortalité globale, toutes causes confondues. Et ça a été étudié à la fois pour le végétarisme et pour le végétalisme. Si on prend les études les moins favorables au végétarisme et au végétalisme, alors évidemment, dans ces études, on prend en compte des facteurs confondants. Hein. On essaie de faire en sorte que les groupes soient comparables, sinon ça ne veut rien dire. Si parmi les végétariens il y a moins de fumeurs que chez les omnivores, ça ne veut rien dire la différence. Donc évidemment, lorsqu'on fait ces études-là, on fait attention au maximum que les groupes soient comparables. Et qu'est-ce que montrent ces études? Ces études montrent effectivement qu'il y a un allongement de l'espérance de vie qui se traduit par une diminution de la mortalité par maladie cardiovasculaire. C'est assez décevant sur les cancers, à part le cancer du côlon et de la prostate, où là il y a une baisse de la mortalité. Il n'y a pas forcément un effet très important sur les autres cancers. Il y a un effet important sur le diabète de type 2. Il y a également d'autres études novatrices qui ont montré d'autres effets. On sait maintenant par exemple que les personnes purement végétaliennes ont 40% de risque de moins de développer une cataracte. Ça c'est une étude qui est sortie en 2011, Dr Appleby. Donc maintenant on sait que telles alimentations sont bonnes pour la santé, et moi je suis pour la liberté alimentaire. Chacun est libre de s'alimenter comme il veut, et on n'a pas forcément toutes les informations. En fait, ce qu'on comprend, c'est que vous dites à peu près la même chose, c'est que vous êtes assez d'accord sur le fait... Alors non, juste sur l'alimentation végétarienne. C'est sur végétarien et végétalien. Voilà, moi je vous confirme, végétarienne, mangez moins de tout ce que vous dites, vous êtes d'accord. Vous parlez d'or, il parle d'or. Ça veut dire végétarisme, je suis convaincu, et je ne pense pas que ce soit le fait de manger des végétaux, je pense que ce soit le fait d'avoir exclu toute une catégorie d'aliments, dont les animaux justement, notamment la viande et la viande bovine, ou les viandes animales, qui sont riches en acides gras saturés. Sur les végétaliens, je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a une double carence. La première carence, elle est dans la qualité des protéines, parce que si le végétarien, il a une protéine de lait, qui est une protéine de très haute valeur biologique, qui ressemble à celle du blanc d'œuf. Le végétalien, il n'en a pas. La deuxième carence, c'est qu'un végétalien a une carence en zinc, en vitamine B12 et en acide folique. Et là, mon confrère disait tout à l'heure, mais là je l'approuve complètement, si vous êtes végétalien et que vous vous supplémentez, pas de problème pour moi. Et vous reconnaissez donc la possibilité qu'existe une carence, et je me fiche que cette carence, elle intervienne sur une période de 3 à 6 mois. Par contre, je ne me fiche pas du tout que cette carence intervienne chez un jeune enfant. Et là encore, il y a la notion d'enfant. Jusqu'à l'âge de 6 ans, si vous donnez du jus de légumes, du jus d'amande, du jus de soja à un enfant, désolé, il aura une privation de calcium. Et quand on me sert l'exemple des petits Chinois,
je voudrais qu'on rappelle simplement et qu'on soit précis jusqu'au bout. En Chine, la croissance, la taille des gens est petite. Deuxièmement, il y a un triplement des fractures du col du fémur. Et troisièmement, l'Agence de santé chinoise, à l'heure actuelle, recommande l'augmentation des produits laitiers dans toute l'alimentation des gens. Et c'est pour ça justement qu'il va y avoir un problème avec le lait dans les pays européens, parce que le lait est en train de s'exporter dans les pays asiatiques à cause de ça. Et il va y avoir une privation de lait dans les pays occidentaux. Voilà ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc moi, je veux bien qu'on raconte des trucs positifs, mais je veux dire les choses parfaitement. Donc moi, les végétariens, c'est mes copains. Ça veut dire qu'ils ont raison, ils vont vivre plus vieux que moi peut-être, ou etc. Les végétaliens, qui fassent ce qu'ils veulent passer un certain âge. Par contre, s'ils le font, qu'ils sachent que s'ils ne se supplémentent pas, ils ont des risques de carence que je ne peux pas mesurer. D'ailleurs, je suis d'accord avec vous là-dessus. Je suis incapable de les mesurer, mais un enfant, c'est un peu compliqué. Alors, on va en parler juste pour essayer de suivre un peu et de tout aborder sur le sujet des protéines, déjà. Donc les protéines, il est souvent dit que dans le régime, qu'il est compliqué dans un régime végétalien. On va parler du végétalisme uniquement. Donc où peut-on trouver des protéines dans une alimentation végétalienne, Jérôme? Voilà, c'est très simple. On en trouve dans les légumineuses, dans les céréales et dans les oléagineux. Donc on va définir ce que sont les légumineuses, à ne pas confondre avec les légumes. Souvent les gens confondent légumes et légumineuses. Légumineuses, c'est un groupe alimentaire, ça correspond à une classification botanique. Ce sont des plantes qui sont capables de fixer l'azote de l'air. Donc ce sont haricots secs, lentilles, soja, pois chiches, fèves. En fait, il y a un très grand chercheur, qui est le docteur Jung, qui a étudié toute sa vie les protéines. Et dès 1994, il a vraiment fait un article que j'ai entre les mains, là, pour vraiment démystifier cette question des protéines. Il est extrêmement clair. En fait, les protéines végétales sont d'aussi bonne qualité, voire de meilleure qualité que les protéines animales. Démystifier, c'est ce que dit la science. J'ai pas on publie environ, je suis rewriter pour plusieurs journaux, on publie environ entre 10 et 12 000 articles par an tous les ans depuis 50 ans. Donc si on en trouve un, c'est rare de ne pas en trouver un qui dise qu'on a envie de lui faire je suis désolé de ne pas. Oui, mais ça c'est valable dans les deux sens. Et moi je n'ai pas parlé d'articles scientifiques. Montrer des études à la télévision, c'est pas évident parce que c'est pas très télégénique. Alors je m'excuse de ne pas être venu avec mes 3000 études scientifiques et de ne pas pouvoir les montrer pour des raisons matérielles. Donc j'ai essayé d'être honnête sur le plan scientifique et d'apporter les plus significatives. Et si les protéines végétales étaient mauvaises pour la santé, si elles posaient tant de problèmes que ça, qu'est-ce qu'on verrait? Eh bien on verrait la mortalité globale, tous confondus, augmenter chez les végétaliens. Or on voit l'inverse. Il y a cette étude que vous connaissez, cette étude du Dr Orlich, qui est sortie en juin 2013. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette étude? On voit en fait que les végétaliens ont 15% de mortalité globale, toutes autres confondues, au moins par rapport aux omnivores. Et les végétariens, ils meurent un peu plus souvent, ils font du moins 12%. Les semi-végétariens, moins 8%. Et les omnivores sont ceux qui meurent le plus souvent. Ça, c'est vraiment la démonstration scientifique irréfutable de la capacité des protéines végétales à nous maintenir en bonne santé. Parce que si elles posent des problèmes, on verrait la mortalité globale augmenter, ce qui n'est pas le cas. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la qualité d'une protéine. Et le deuxième problème, c'est le rapport acides aminés essentiels, c'est-à-dire les microconstituants des protéines, par rapport aux acides aminés non essentiels. Or, en fait, ce qu'on appelle une protéine de très haute valeur biologique, c'est une protéine qui est composée à la fois d'acides aminés essentiels et d'acides aminés non essentiels, mais qui a un rapport de 2,4 entre l'un et l'autre. Seules deux protéines donnent ça, c'est la protéine de l'œuf et la protéine de lait. Ça, je maintiens ce que je dis. La protéine de soja aussi. Non. Et la protéine de quinoa. Elle n'est pas parfaite non plus. La deuxième chose, c'est que en dehors, vous pouvez très bien, effectivement, quand vous êtes un professionnel, c'est mon discours d'ailleurs, quand vous croisez un minimum de 12 à 14 produits différents, c'est-à-dire de végétaux et de légumineux, vous pouvez récupérer ce rapport. Alors, mais ça suppose que vous soyez un vrai professionnel de ce type d'alimentation. C'est ce dont vous parlez dans cette fameuse intervention sur Canal+. Moi, j'aimerais savoir d'où vient ce chiffre de 14. Parce qu'on sait que statistiquement, quand vous croisez, c'est simplement une mesure statistique, quand vous croisez un certain nombre de protéines avec d'autres protéines, vous avez notamment suffisamment de chances de récupérer un pourcentage de lysine, qui est un des acides aminés essentiels qui compte le plus dans ces pseudo-carences, et que voilà, statistiquement, vous êtes à peu près sûr d'arriver à un taux qui sera convenable. Mais comme ce n'est pas une alimentation qui est étudiée sur le plan de parce que le groupe n'est pas suffisamment important pour que ça pose un problème en termes de population générale, on donne ce chiffre, mais vous avez raison, ça pourrait être 10, ça peut être 16. Non, mais ce qui est étrange, c'est que tout à l'heure, vous disiez que les carences se mesurent sur une longue période. Donc pourquoi tout d'un coup, il faudrait 14 par jour? C'est assez bizarre. Je ne dis pas 14 un chiffre précis, je dis statistiquement, on évoque la possibilité que ce soit entre 12 et 14. Non, mais vous voyez, ce pointillisme, c'est quelque chose
qui ne fait pas partie de l'alimentation. Parce que ce que vous dites, quand vous évoquez, tout à l'heure on a parlé, vous m'avez repris parce que vous croyez qu'on allait verser dans la spiritualité, mais parce que la nourriture, c'est pas seulement des acides aminés, c'est pas seulement des dogmes ou des non-dogmes, etc. C'est aussi du plaisir et de la liberté. Et ça veut dire que le plaisir et la liberté, si vous avez envie de manger des légumes, vous en mangez. Si vous avez envie de manger de la viande, vous en mangez. Moi, je dis que simplement dans le contexte de ce qu'on se connaît aujourd'hui, voilà, on a quelques règles qui ne sont pas très compliquées et qui font que je m'en fous à la limite de vivre 10% ou 12% de plus, mais il y a aussi la notion de vivre heureux. Bien ça veut sûr, dire donc je veux dire, je suis en train de compter les années. Je vous disais en début de discours, je vous disais, on vit dans une société de surabondance, de surperformance, où tout le monde veut vivre plus vieux à n'importe quel prix. Vous savez que l'espérance statistique de vie augmente dans le monde entier, mais que la qualité de vie a diminué. Ça veut dire qu'on vit plus vieux, mais moins bien. Alors justement, donc, quel intérêt ? à ce sujet, le rapport Campbell dit justement qu'avec une alimentation végétale non transformée, on arrive non seulement à prévenir, enfin à guérir les maladies chroniques, à les prévenir, enfin c'est, voilà, ce serait... Vas-y, parce que sinon je vais expliquer la parole. Alors moi je serais vraiment très heureux que vous montrez, enfin j'ai eu le plaisir de vous rencontrer, montrez-moi les études qui montrent qu'il faut associer 14 végétaux différents. Je vous ai dit que c'est statistique. Non, pas statistique. Alors justement, il faut arriver à 80 grammes de protéines par jour minimum. Alors c'est pas statistique, c'est mathématique. Il n'y a pas besoin d'associer 14 végétaux différents. En fait, il suffit d'en manger un seul. Alors donc si je mange des pois chiches tous les jours, c'est bon. Absolument, absolument. C'est ce qui est marqué. C'est ce qui est marqué dans la littérature scientifique. Pour des raisons de plaisir, pour des raisons organoleptiques, pour des raisons de variété alimentaire, pour tout un tas de raisons qui ne sont pas réellement des raisons techniques, il est bon de varier l'alimentation. Parce que si vous mangez des pois chiches tous les jours, ou du tofu tous les jours, vous allez vite vous lasser, effectivement. Donc il est bon de varier. Mais d'un point de vue technique, il est tout à fait possible, alors c'est pas recommandé, mais il serait tout à fait possible de couvrir tous ces besoins en acides aminés essentiels en mangeant que des céréales ou que des légumineuses, ou que des oléagineux, c'est possible, ou que de la viande d'ailleurs. Simplement, ce n'est pas à recommander pour d'autres raisons. On sait par exemple que les légumineuses ont un pouvoir pour prévenir le diabète type 2 qui est supérieur à celui des céréales. C'est pour ça qu'il est recommandé de manger des légumineuses. Maintenant, si on se place uniquement sur le plan technique, en fait, nous n'avons pas besoin de protéines, nous avons besoin d'acides aminés. Lorsqu'on dit qu'on a besoin de protéines, c'est une simplification. Quand vous mangez des protéines, voilà, les protéines, c'est comme un collier de perles. Quand vous mangez une protéine, si vous mangez en fait un collier de perles, le processus de digestion il consiste à casser ce collier de perles et vous transformez ce collier de perles en petites boules élémentaires, et les petites boules élémentaires c'est 20 acides aminés. Dans ces 20 acides aminés, il y en a 9 qui sont essentiels, 11 qui sont non essentiels. Les acides aminés non essentiels, ça veut dire que vous pouvez les fabriquer à partir des acides aminés essentiels. Donc vous n'avez pas besoin de protéines, vous avez besoin d'acides aminés. Or ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait il y a des acides aminés essentiels dans absolument toutes les protéines, y compris les protéines les plus pauvres en lysine. Par exemple, une protéine de blé, une protéine de maïs, c'est une protéine qui est pauvre en lysine. Donc quand vous dites la qualité des protéines, c'est par rapport à la teneur en lysine? Oui, on ne va pas complexifier les choses. C'est ce que je venais de dire à l'instant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler simplement protéines au terme global. Quand on dit la qualité d'une protéine, ce n'est pas la protéine elle est bonne ou mauvaise, c'est est-ce qu'elle contient suffisamment d'acides aminés essentiels. Et je rajoutais que les protéines de haute valeur biologique, c'est entre ces 9 et 11 acides aminés, puis il y a les semi-essentiels. Entre ces 9 et 11, on doit avoir un rapport de 2,4 pour qu'on soit à l'optimum. Voilà, c'est tout. Après, bien sûr, on est capable d'avoir ces protéines. Ce qui nous inquiète, c'est les carences en certains acides aminés. Mais ce n'est pas le problème des végétaliens. J'ai jamais dit les végétaliens vont manquer de protéines. Je dis simplement, et ils peuvent les récupérer, ces protéines. Ah si, vous avez dit non, ça j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a des carences. J'ai dit qu'on peut avoir des carences en vitamine B12, en zinc et en acide folique, et je le maintiens. Donc, mais en protéines, j'ai bien dit, si on croise suffisamment de végétaux et de céréales entre eux, on arrive à tenir. C'est pas le problème des protéines. Et lui, pas tout à fait d'accord. Imaginons que nous sommes dans une situation de survie. Voilà, là, on est sur une île déserte et puis on a un stock de riz, on a un stock de pâtes, tout que ça. Est-ce qu'on va survivre ou est-ce qu'on va mourir de carence en protéines? En fait, il y a une astuce. Si vous êtes bloqué sur une île déserte avec uniquement que des pâtes, eh ben, il suffit que vous surconsommez des pâtes. Alors, par exemple, 750 grammes de blé par jour est suffisant pour apporter suffisamment de lysine. Donc, si vous surconsommez la protéine qui est limitée en acide aminé, vous arrivez. Donc, cette histoire de notion qu'il faut associer 14 végétaux différents, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il suffit. On peut en manger qu'un seul, mais seulement il faut surconsommer. Il suffit d'en associer que deux. Lorsque vous associez une légumineuse et une céréale, ça suffit largement pour
apporter tous les acides aminés essentiels. Je Et j'ai confirme, pas on va fini, finir sur les j'ai pas fini. protéines. Donc, faut Il y a des qu'on protéines, finisse. il y a des protéines végétales qui apportent tout. La protéine du quinoa, la protéine du soja apportent tous les acides aminés essentiels dans leur quantité optimum. C'est ce qui est marqué dans la littérature. Et je mets au défi de vous montrer un seul article scientifique. Arrêtez avec la littérature, ça va. Juste, on va finir sur les protéines là-dessus, Allez-y. en disant que ce que vous avez évoqué, c'est très important, il y a le bilan calorique global dans une journée. C'est-à-dire que ce qui permet d'éviter souvent les carences, mais pour tout le monde confondu, toutes les catégories alimentaires, ça va être de toute façon d'accéder à un certain niveau calorique. Et à partir du moment où on accède à un certain niveau calorique, c'est vrai qu'on est moins en situation d'être en carence. Le problème, c'est que quand vous commencez à surconsommer, vous arrivez à créer d'autres problèmes, et notamment à grossir. Et quand vous prenez Justement. 750 grammes de machin, dans ma tête, rapidement, j'ai calculé, ça représente grosso modo 2600 calories par jour, ce qui pour une femme de 20 ans risque de lui donner des hanches, pas dans le courant actuel.